Je sais, ça fait mal. On t'a appris à croire le contraire. Depuis l'enfance, tout autour de toi chuchote ou hurle qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en toi, que tu es le protagoniste, que ta vie a un but singulier, presque mythique, et, peut-être plus important encore, que ta mort ne ressemblera pas à celle des autres. Mais l'univers est sourd à ton récit, et un crocodile affamé n'a pas le temps pour tes métaphores. C'est ainsi que Val Plumwood l'a appris, de la pire des manières, que la philosophie n'est pas un exercice de salle de classe, mais un cri de désespoir dans la gueule d'un prédateur. Nous sommes en 1985. Val, une philosophe australienne renommée, entreprend une excursion en canoë dans un parc national du nord du pays. Elle aime la nature, les marais, les eaux troubles où le temps semble s'étirer. Elle croit à la connexion entre les êtres vivants, mais elle conserve encore une idée confortable, celle que les humains sont, d'une certaine façon, au-dessus de la nature, que nous sommes appelés spéciaux, différents, que même entourés de vie sauvage, nous sommes autre chose. Cette illusion s'est évaporée lorsque, au milieu de la végétation humide, elle vit un mouvement dans l'eau, rapide, délibéré, instinctif. Un crocodile d'eau salée, peut-être l'animal le plus mortel d'Australie, fonça droit sur son canoë. Et soudain, Val n'était plus la philosophe, ni la femme, ni l'être rationnel. Elle n'était plus que chair. Un simple morceau de protéines tentant d'échapper au menu de la jungle. Elle lutta. Le crocodile attrapa sa jambe, la traîna dans la boue comme un jouet. Il tenta la fameuse death roll, cette rotation mortelle qui déchire les proies. Plumwood s'en sortit de justesse. Elle se cacha, en sang dans les feuillages, passa des heures à attendre les secours, la jambe en lambeaux, le corps en état de choc, l'esprit transformé. Val a survécu, mais la perception qu'elle avait d'elle-même est morte là, parce que rien ne te prépare à l'instant où la nature cesse d'être un paysage, pour commencer à te mastiquer la cuisse. À partir de ce jour, elle vit tout avec des yeux neufs. Et cette nouvelle vision est ce qui nous hante ici. Elle comprit que toute notre culture, de la philosophie classique à la publicité moderne, de la religion aux technologies émergentes, est engagée dans un immense projet collectif de négation de la mort. Mais pourquoi est-ce important? En quoi le rappel de notre vulnérabilité change-t-il tout? Parce que tant que nous croirons être au-dessus de la nature, non seulement nous continuerons à ignorer l'effondrement climatique, les morts à Gaza ou les pandémies silencieuses, mais nous continuerons aussi à mourir seuls, surpris, révoltés, comme si nous avions été trahis par une règle imaginaire disant « Je ne devrais pas mourir ». Mais cette règle n'a jamais existé, et c'est là que la pensée de Plumwood devient dangereuse. Car elle n'offre pas de consolation, elle offre un malaise. Et c'est ce malaise qui peut nous libérer. Elle écrit « Jusqu'à ce moment-là, je savais que j'étais un animal, mais je le savais comme on sait quelque chose de lointain, d'abstrait. Ce n'est que lorsque j'ai vu mes propres organes se faire arracher que j'ai compris réellement. Je n'étais que de la chair, avec des délires de grandeur. T'es-tu déjà imaginé ainsi? Pas comme concept, mais vraiment. T'es-tu déjà vu mort? Le corps immobile, la peau froide, les yeux sans regard, pas le cliché d'une âme flottante, mais le réel, le silence irréversible d'un corps qui s'éteint, l'intestin qui se vide, le cerveau qui s'éteint, le visage qui fond avec le temps. La plupart des gens répondent « non », et c'est compréhensible. Penser à sa propre mort est culturellement découragé. À la place, on nous propose des mythes, des distractions, des technologies d'immortalité en nuage, des IA qui préservent votre conscience, des capsules cryogéniques, des cosmétiques anti-âge. Tout pour maintenir l'illusion que, si l'on fait assez d'efforts, peut-être pourra-t-on échapper à la condition la plus démocratique qui soit.
Mais il y a quelque chose de profondément révélateur lorsqu'on laisse tomber cette illusion. Plumwood a compris, par exemple, qu'il y a quelque chose de très curieux dans notre façon de traiter notre corps. Nous le traitons comme un véhicule, une voiture autonome qui transporte notre tête à des réunions. Nous vivons dans l'esprit, tandis que le corps n'est qu'un outil logistique. Fatigué? Café. Malade? Antidouleur? Vieux? Filtre. Le corps, cet animal que nous sommes, est devenu le domestique de notre conscience, jusqu'au jour où il décide de s'arrêter. Et là, nous nous indignons. Comment ça, moi, justement, moi, j'ai eu un cancer? Comment ça, je suis mort du COVID et pas cet autre abruti? Comment ça, moi, avec autant de followers, de diplômes, de projets, je me suis juste terminé? Mais vois-tu, le crocodile ne s'intéresse pas à ton CV. Il sent juste l'odeur du sang. Et c'est cela qui rend l'expérience de Val si puissante, parce qu'elle nous tend un miroir, et pas le miroir narcissique de l'estime de soi, mais le miroir de chair et de croc qui demande « Sais-tu vraiment ce que c'est, être vivant? Ou mieux, es-tu vivant? Ou seulement en train d'éviter de mourir ?» Cette question résonne, et elle ne s'arrête pas à toi, elle va plus loin. Si nous croyons que la mort est non naturelle pour nous, que nous sommes des exceptions, comment traitons-nous ceux qui meurent? Les pauvres, les réfugiés, ceux qui meurent de faim, ceux avalés par les guerres, les vieux abandonnés en maison de retraite? Peut-être pensons-nous qu'ils ont fait quelque chose de mal, qu'ils ne se sont pas assez protégés, qu'ils n'étaient pas assez spéciaux. Comme si mourir était un échec personnel, et non une certitude partagée. Plumwood a vu cela dans nos rituels. Regarde un enterrement classique, l'urne scellée, les fleurs, la musique douce, tout est organisé pour que la mort paraisse une transition propre et non l'effondrement irréversible de la chair. As-tu déjà vu un corps en décomposition? As-tu déjà senti l'odeur? Toucher une peau qui ne réagit plus? Non, et c'est intentionnel. La mort a été aseptisée, emballée, dissociée de la nature, parce qu'elle nous rappelle que nous sommes nature, et cela nous offense. Nous voulons croire qu'il y a une séparation entre nous et ça. Mais Val Plumwood, allongé dans la boue, la mâchoire d'un reptile millénaire broyant sa jambe, a découvert « Il n'y a pas de séparation. Nous sommes ça. » Peut-être est-ce pour cela que tant de gens fuient le deuil. Parce que le deuil, le vrai, celui qui déchire, qui paralyse, murmure ce que nous essayons d'oublier, que notre récit personnel est fragile, que nous sommes, au fond, des feuilles emportées par un vent qui n'a pas lu le script. Et pourtant, même en le sachant, nous fuyons. Par orgueil peut-être, par instinct. Mais nous fuyons. Et le problème, c'est qu'en fuyant la mort, nous fuyons aussi la vie. Parce qu'on ne vit vraiment que lorsqu'on comprend la fin. On aime profondément que lorsqu'on sait que l'autre peut partir à tout moment. On ne pardonne avec courage que lorsqu'on réalise qu'il n'y a pas de temps garanti. Ne pas connaître la mort, c'est ne rien connaître. Val a survécu pour nous le raconter, pour nous faire réfléchir, pour nous rappeler que nous ne sommes pas des dieux, mais des festins temporaires, oscillant entre le mythe de l'immortalité et la réalité de la putréfaction. Et si cela te semble dur, c'est peut-être parce que tu es encore attaché à l'idée que tu mérites une fin glorieuse, propre, avec une bande-son et une narration cohérente. Mais la vérité, c'est que tu n'auras pas ça. Tu auras ce que la plupart des êtres vivants ont, un moment. Puis l'oubli, la réabsorption, le recyclage moléculaire, les eaux qui deviennent poussière, le nom qui devient écho, l'histoire qui devient vent. Et peut-être, juste peut-être, cela suffit. Mais cela dépend bien sûr de comment tu choisis de vivre maintenant. Car le crocodile peut revenir. Il n'est peut-être pas littéral. Il peut être une maladie, un accident.
un effondrement, un appel en pleine nuit. Et quand il viendra, que vas-tu crier? Je suis spécial. Ou j'étais prêt? C'est le point de départ. La question sans réponse rapide. La fissure qui s'ouvre sous nos pieds, nous obligeant à regarder en bas, en dedans, vers l'inévitable. Car la mort arrive, comme elle l'a toujours fait. Et peut-être, juste peut-être, le courage de l'affronter. Soit le commencement de tout. As-tu déjà remarqué comment on parle du cancer dans les publicités? Fais attention, la prochaine fois que tu seras dans une salle d'attente, en passant devant un panneau dans la ville, ou en regardant une publicité d'hôpital, tu verras une femme qui sourit, parfois chauve, parfois avec un foulard, mais toujours souriante. Il y a une lumière douce, une guitare en fond sonore, des mots comme espoir, force, victoire. Elle a vaincu. C'est une guerrière. Elle est en vie. Et que cela suggère-t-il? Que la mort n'a pas eu lieu, que le combat était beau, que tout en valait la peine. Mais qu'en est-il de celles et ceux qui ne gagnent pas? Deborah Lynn Steinberg, philosophe et professeure, diagnostiquée d'un cancer du sein en 2007, a écrit un article dévastateur intitulé « The Bad Patient », la mauvaise patiente. Elle y décrit comment la culture américaine du positive thinking transforme la maladie en spectacle et le malade en personnage. Un personnage qui ne mérite l'attention et le financement que s'il est optimiste, souriant, combatif. Personne ne veut montrer l'épuisement. Personne ne veut montrer la douleur sans rédemption. Personne ne veut entendre que le traitement a échoué, que le corps a cédé, que parfois, le combat n'est pas un choix, c'est du désespoir. Déborah était perçue comme une patiente difficile. Elle remettait en question les procédures. Elle disait non. Elle refusait de jouer le rôle de l'optimisme, et pour cela, elle était vue comme dérangeante, comme quelqu'un qui troublait le système. Et voici l'ironie cruelle. Un système de santé censé soigner n'écoute que ceux qui savent jouer un scénario qui apaise la culpabilité de ceux qui regardent. Et toi, maintenant, combien de fois t'es-tu senti obligé de sourire au milieu de quelque chose d'horrible? Combien de fois as-tu reçu une mauvaise nouvelle et entendu « tu es fort, tout va bien se passer », comme si ta douleur ne valait d'être tolérée que si elle pouvait inspirer. La vérité, c'est que la vraie douleur, celle que personne ne veut voir, est celle qui ne sert pas à vendre de l'espoir. Et cela ne concerne pas seulement la maladie. Caitlin Doughty, thanatopractrice, écrivaine et youtubeuse, a travaillé des années dans des crématoriums aux États-Unis. Elle a écrit le livre « Smoke Gets in Your Eyes », où elle révèle les coulisses de l'industrie funéraire. Et ce qu'elle décrit est presque grotesque. Les corps sont manipulés, recousus, collés, empaillés, pour avoir l'air serein. Oui, serein. Comme si la mort n'était pas quelque chose d'horrible. Parce que la famille a besoin de voir le défunt en paix, la bouche fermée, les yeux propres, le visage détendu, encore reconnaissable. Mais les corps ne meurent pas comme ça. La vérité, c'est qu'un corps, sans intervention, pourrit vite. Les yeux se dessèchent, se rétractent. La bouche s'ouvre et reste ouverte, tirée par la gravité. Les muscles se relâchent, les gaz s'accumulent. La peau perd sa couleur et la mort montre son vrai visage, celui de la décomposition. Mais personne ne veut voir ça. Alors on paie. On paie pour que la mort paraisse naturelle. Mais est-ce vraiment naturel de cacher ce que nous sommes? L'industrie funéraire facture entre 175 et 500 $, juste pour ajuster les traits d'un cadavre. Cela inclut fils de fer, épingles, maquillage, superglue, parfois même des prothèses. Tout cela pour éviter que quelqu'un voie la réalité, que le corps que tu aimais n'est plus quelqu'un. C'est une chose, c'est ça le plus effrayant. Le gouffre entre ce que nous ressentons et ce que nous voyons, entre l'attente et la matière. Caitlin parle d'un autre tabou, la crémation.
Les gens pensent que lorsqu'ils seront incinérés, ils se transformeront en cendres et que ces cendres représentent leur corps entier. Mais la majeure partie du corps est faite d'eau. Elle s'évapore par la cheminée. Ce qu'il reste, ce sont des fragments d'os broyés et mis dans une urne. Et même là, tout n'est pas récupéré. Une partie du corps reste dans la chambre, mélangée au reste des autres. Parce que même à l'heure de devenir poussière, les corps ne sont plus uniques. Mais on ne dit pas ça, parce qu'on ne veut pas savoir. Parce que savoir fait mal. Parce que savoir révèle tout le théâtre. Et alors, on en arrive à la question centrale. Pourquoi avons-nous si peur de la matérialité de la mort? Peut-être parce qu'elle nous oblige à reconsidérer tout ce que nous avons construit autour du sens de la vie. Et si tout se terminait ainsi? Et si tout ce que tu es se résumait à un corps qui fuit, qui casse, qui est lavé par des inconnus avec des gants en latex? Et si la fin, c'était ça? Une odeur forte, un métal, un récipient rempli de cendres. Peux-tu vivre avec cette idée? Ou préfères-tu le foulard rose, le sourire courageux, l'urne décorée de fleurs? C'est là que le quotidien intervient. Parce que ce même refus se reflète dans chaque décision politique, chaque choix culturel, chaque produit vendu avec la promesse que la mort peut être retardée. Cosmétiques, chirurgie, médicaments pour augmenter la performance, thérapie pour booster la productivité. Tout nous pousse vers l'avant, jamais vers l'intérieur. Mais la mort est à l'intérieur. Tout le temps. Elle est dans le fait que tu vieillis, dans les rides qui apparaissent sans prévenir, dans les gens que tu as déjà perdus, dans les funérailles que tu n'as pas voulu voir, dans le tiroir à médicaments de ton grand-père, dans le silence après les derniers mots de quelqu'un que tu aimais. Et faire semblant qu'elle n'est pas là ne fait qu'amplifier le choc quand elle frappe à la porte. Un jour, tu devras faire face à la perte de quelqu'un de proche. Peut-être que tu l'as déjà vécu. Sinon, tu le vivras. Et ce qui va te bouleverser, ce ne sera pas l'absence, mais ton impréparation. Parce que personne ne nous a appris à perdre. On nous a seulement appris à gagner. Et si tu crois que c'est une affaire d'adultes, pense aux enfants. On leur dit que la mort, c'est du repos, que papy est monté au ciel, que le chien est dans un meilleur endroit, que Dieu avait besoin d'un ange de plus. Mais personne ne dit « il est mort ». Son corps s'est arrêté. Il ne respire plus. Et on va l'enterrer. Et il va nous manquer. Les enfants, comme les adultes, ont droit à la vérité. Mais nous préférons les protéger avec des mensonges. Parce qu'au fond, c'est nous-mêmes que nous essayons de protéger. Mais nous protéger de quoi? De voir qu'à la fin, nous ne sommes que matière? Non. Nous essayons de nous protéger d'une révélation plus grande encore, que si nous ne sommes que matière, alors la seule chance de faire quelque chose de réel, c'est maintenant. Et cela, c'est insupportable pour qui vit en attendant que le sens vienne plus tard, après le diplôme, après le mariage, après la réussite, après la retraite. Mais la mort n'attend pas le plus tard. Elle arrive au milieu du chemin, au milieu des projets, au milieu de la fête, au milieu du silence. Elle arrive. Et alors, es-tu prêt? Si cette question te dérange, tant mieux. Le malaise est un signe que tu es vivant. Et si tu es vivant, tu as un choix. Tu peux continuer à te mentir, continuer à croire que la mort est quelque chose de spirituel, symbolique, propre. Tu peux préserver ton esthétique Instagram jusqu'au bout. Ou tu peux faire ce que Val Plumwood a fait. Regarder le prédateur dans les yeux, affronter les crocs, accepter le sang et survivre non seulement biologiquement, mais philosophiquement. Parce que la mort n'est pas la fin de la pensée. Elle est le début de la pensée sérieuse. Et maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu continuer à faire défiler ton fil d'actualité? Ignorer, comme si rien n'avait été dit? Ou regarder ta vie avec des yeux plus affûtés?
Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où tu devrais parler à tes parents des papiers qu'ils gardent. Peut-être est-ce le jour d'écrire ton testament. Ou qui sait, simplement le jour d'appeler quelqu'un que tu aimes et de lui dire « Je suis là ». Encore. Investigar. As-tu déjà pensé que peut-être tout ce que tu fais, tous tes projets, ta routine, tes sacrifices, ne servent pas à vivre, mais à oublier que tu vas mourir? Ça semble exagéré. Mais arrête-toi une seconde. Respire. Si tu arrêtais de travailler aujourd'hui, que resterait-il? Qui es-tu sans l'effort, sans l'agenda, sans les objectifs? La réponse fait peur, parce qu'il se pourrait bien qu'il n'y en ait pas. Ernest Becker, l'un des penseurs les plus audacieux du XXe siècle, dit que l'être humain est avant tout un animal qui sait qu'il va mourir et qui passe sa vie entière à tenter d'oublier cela. Pour lui, tout ce que nous faisons est une tentative de négation, une performance, une distraction collective. On se marie, on construit une carrière, on gagne des prix, on a des enfants, on se dispute sur Internet pour des idéologies. Tout cela n'est peut-être, au fond, qu'un immense rituel d'évitement. Et si c'était vrai? Et si le succès n'était qu'une manière déguisée de crier « S'il vous plaît, ne me laissez pas disparaître ». Becker appelle cela le projet héroïque. L'idée que, si nous sommes assez bons, assez brillants, assez mémorables, alors peut-être que nous échapperons à la mort symbolique, pas à la mort biologique, mais à celle qui efface le nom, qui nous dissout dans l'insignifiance. C'est pour cela que tant de gens préfèrent mourir d'épuisement que de paraître médiocres. C'est pour cela que certains sacrifient leur santé, leur famille, leur paix mentale, juste pour bâtir quelque chose qui dure, quelque chose qui prouve que leur vie a été plus qu'un simple souffle sur une planète qui ne sait même pas qu'ils ont existé. Mais voici la rupture. Et si le véritable héroïsme ne consistait pas à nier la mort, mais à l'intégrer à notre projet? Caitlin Doughty, oui, la thanatopractrice, propose une révolution radicale, devenir utile même dans la mort. Littéralement, être compost, être terre, être nutriment. La compostage humain, comme on l'appelle, est une forme de restitution. Un corps se transforme en sol fertile, en vie nouvelle. Cela semble grotesque? Peut-être. Mais réfléchis. Combien de ressources as-tu consommé de ton vivant? Combien de litres d'eau? Combien d'hectares de forêt? Combien d'émissions pour ton confort? Et que vas-tu laisser en retour? Une tombe en béton? Un cercueil hermétique qui empêche ton corps de se décomposer? Combien de fois avons-nous appelé cela repos éternel? Alors qu'en réalité, c'est gaspillage éternel. On peut voir les choses autrement, comme une forme de poésie. Le corps retournant à la terre. Les cellules qui se dissolvent, se mêlent à l'humus, nourrissent les vers, les racines, les champignons. Tu deviens arbre, fleur, fruit. N'est-ce pas une forme de transcendance? Ou crois-tu vraiment que vivre éternellement dans un disque dur est plus beau que devenir forêt? Voilà le problème. La culture nous a appris que la mort est le contraire de l'accomplissement, que la fin est un échec. Mais et si c'était le sommet? Et si bien vivre, c'était justement être prêt à partir, et pourtant choisir de rester aussi longtemps que possible? Nous avons peur de disparaître, parce que nous confondons disparition et insignifiance. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a des feuilles qui tombent au sol et nourrissent la racine de l'arbre qu'on ne coupera jamais. Il y a des gens qui transforment le monde sans qu'on retienne leur nom. Il y a des silences qui résonnent plus que des discours. Peut-être que tu connais quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est parti mais qui vit encore en toi. Dans ta manière de parler. Dans ce que tu évites de répéter. Dans ce que tu as appris par la douleur. C'est cela, un legs. Invisible, oui, mais réel. Et maintenant, pense à toi, à ce que tu es en train de construire. Essaies-tu d'être immortel?
ou d'être nécessaire. Ce sont des directions opposées. La quête de l'immortalité mène à la consommation, à l'accumulation, au narcissisme, à la peur de s'arrêter. La quête de nécessité, elle, mène au partage, aux soins, à l'humilité et, paradoxalement, à la paix. Le grand piège des projets héroïques, c'est qu'ils ne s'achèvent jamais. Il y a toujours plus à faire, plus à prouver, plus à conquérir. Et la peur grandit, parce que plus tu montes, plus la chute est haute, plus l'oubli fait peur. Et pire encore, quand tout tourne autour de ta performance, chaque échec devient une tragédie. La maladie devient une défaite. La vieillesse devient une humiliation. La mort devient un scandale. As-tu déjà remarqué comment on traite la vieillesse? Comme une sorte d'erreur. La personne âgée est réduite au silence, dissimulée, médicalisée, institutionnalisée, comme si elle était le rappel gênant que le temps passe. Et que la jeunesse, ce fétiche moderne, est une illusion en sursis. Mais et si la vieillesse était en réalité le début de la lucidité? Et si, au lieu de s'agripper à la jeunesse, la vraie lutte était pour devenir entier? La philosophe Beverly Clack écrit que, dans les sociétés occidentales, la productivité est le principal critère de valeur. Si tu ne produis pas, si tu ne contribues pas, si tu ne performes pas, tu ne vaux rien. Les vieux, les malades, les pauvres, les improductifs sont éliminés. D'abord symboliquement, puis littéralement. Et toi, qui cours encore, qui livre, qui produit, tu fuis cela ou tu cours droit dedans? Le grindset, le culte de l'efficacité, de la discipline, du travail, n'est qu'une forme stylisée de servitude. La promesse? Que si tu fais tout parfaitement, tu seras reconnu. Et la récompense, une belle tombe et un post LinkedIn. À la fin, tous tes emails seront ignorés. Tous tes délais seront oubliés. Et toutes tes réussites tiendront dans une ligne gravée dans du marbre. Mais tout n'est pas noir. Le but ici n'est pas de te déprimer, c'est de te libérer. Parce que si tu comprends que la mort fait partie du cycle, et non une erreur dans le cycle, alors peut-être que tu pourras vivre avec moins de peur, avec moins de hâte, avec moins de comparaison. Tu n'as pas besoin d'être le plus grand, tu as juste besoin d'être assez pour nourrir quelque chose, après toi. La question n'est donc pas « comment vais-je être rappelé ?» mais plutôt « qu'est-ce que je laisse d'utile maintenant, tant que je suis là ?» Cela peut être un geste, un mot, une graine. Cela peut être prendre soin de quelqu'un. Cela peut être arrêter de prétendre être invincible. Cela peut être accepter que mourir est naturel. Et qu'être naturel est la forme la plus profonde d'appartenance qui existe. Au final, peut-être que tout tourne autour de cela. Appartenir à la Terre, pas dominer le monde. Tu ne meurs plus, ou du moins, pas complètement. Du moins pas sur Internet, pas sur les serveurs, pas tant qu'un algorithme peut continuer à tirer profit de ton absence. As-tu déjà pensé à cela? As-tu réalisé que, contrairement à tes grands-parents, tu ne laisseras pas derrière toi seulement des souvenirs, mais une présence numérique entière, un compte bancaire, un cloud de photos, un historique de localisation, des milliers de messages qui ne seront jamais effacés, une identité en ligne qui restera peut-être active, ou pire, rentable. Tu n'es plus seulement une personne, tu es un profil, un mot de passe, une adresse IP. Et quand tu mourras, personne ne saura vraiment quoi faire de tout ça. C'est ça, le paradoxe de la mort au XXIe siècle. Le corps s'en va, mais le compte reste connecté. Et alors, une question surgit au cœur de tout cela. Qui a le droit de te déconnecter? C'est en essayant de répondre à cette question que Caitlin Doughty, autrice de Smoke Gets in Your Eyes, s'est heurtée à un dilemme moderne. La mort ne s'arrête plus quand le corps s'éteint. Elle s'étire, elle se prolonge, elle s'automatise. Lorsqu'un créateur de contenu meurt, par exemple,
sa chaîne continue d'exister. Ses vidéos continuent d'être vues. Les publicités continuent de générer du revenu. Et tout cela sans intervention humaine, parce que le système ne sait pas qu'il est mort. Et souvent, il s'en fiche. Savais-tu que YouTube garde 45% des revenus publicitaires, même après la mort du créateur? Chaque clic, chaque vue, chaque partage, l'algorithme fait son travail. Froid, impersonnel, immortel. Et là, la question change de ton. Est-ce éthique de tirer profit de quelqu'un qui ne peut plus donner son consentement? La réponse juridique est « cela dépend du testament, de l'accès au compte, de la notification par la famille ». Mais la réponse morale est bien plus inconfortable. Parce que si le défunt devient contenu, alors celui qui gère ce contenu devient l'éditeur de sa mémoire. Est-ce encore de la liberté? Ou bien une prison post-mortem? La philosophe Tamara Kniss, dans son livre Death Glitch, affirme que la mort numérique révèle une faille systémique des plateformes. Elles ont été conçues comme si personne ne mourrait jamais. Comme si tout le monde allait continuer à poster éternellement. C'est une erreur de design. Mais aussi un symptôme d'une culture qui refuse d'accepter la fin. Les plateformes n'ont pas de protocole clair. Elles ne savent pas quoi faire de ton âme numérique. Et en attendant, tes données errent, tes anciens posts, tes stories, tes likes, tes opinions politiques de 2012, tes vidéos TikTok avec filtre de chien. Tu mourras, mais ton feed, lui, non. Et ça t'effraie ou ça te rassure? Peut-être qu'au fond, une partie de toi aime l'idée de continuer à exister comme une présence, d'être encore vu, encore lu, de ne pas disparaître. Mais voici le conflit. Et si continuer n'était pas la même chose que être rappelé? Et si l'algorithme transformait ton œuvre, ton image, ton visage en produit? Tes vidéos seront monétisées, tes phrases découpées en shorts, tes propos transformés en mèmes. Et tout cela avec une brutalité absurde, sans toi pour dire « ce n'est pas ce que je voulais dire ». Tu deviens une caricature, un fichier remixable, un mort interprétable. Et là, il n'y a plus de dignité, seulement de la manipulation. C'est ce qui est arrivé à Technoblade, célèbre YouTuber de Minecraft mort en 2022. Sa chaîne est toujours en ligne. Ses vidéos rapportent encore. Et même si sa famille a décidé de maintenir sa mémoire active, une question reste. Jusqu'à quand? Et avec quel contrôle? Même chose pour les influenceurs, les artistes ou des gens ordinaires avec des comptes sur les réseaux. Facebook, par exemple, propose de transformer un profil en mémorial. Mais il faut une demande formelle, un certificat de décès, une vérification de parenté. Et pendant ce temps, l'algorithme continue. Il envoie des souvenirs d'amitié avec des morts. Tu as déjà vu ça? Cette notification, un tel attend votre réponse. Alors que tu sais qu'il est mort depuis des mois, la technologie avance. Mais le deuil, le vrai, bloque. La douleur ne sait pas quoi faire avec des pop-up et les algorithmes ne comprennent pas le silence. Il existe même une industrie émergente, les startups de l'immortalité numérique. Des entreprises qui promettent de créer ton avatar, ton clone vocal, des chatbots qui répondent comme si c'était toi. Tu y as déjà réfléchi? Parler avec une simulation de ta mère décédée? Ou d'un clone émotionnel de ton partenaire? Programmer des messages posthumes? Planifier ta dernière publication? Mais est-ce vraiment un réconfort? Ou une forme de torture? Cela peut paraître touchant au premier abord, mais écoute bien. Que signifie un deuil sans absence? Comment faire le deuil de quelqu'un qui continue d'apparaître à l'écran, avec sa voix, son rire, disant des choses qu'on ne sait même pas s'il aurait dites? Ce n'est pas de la nostalgie. C'est un labyrinthe. Et tôt ou tard, la vraie question surgit. Veux-tu être rappelé ou ressuscité? Parce que ce n'est pas la même chose. Être rappelé implique du silence, de l'espace, de la réflexion.
Cela suppose d'accepter la fin et de chercher du sens dans ce qui reste. Mais être ressuscité, animé par des machines, c'est nier la fin. C'est habiter un corps qui n'est plus le tien. C'est devenir un zombie numérique, errant dans les fuites des vivants. Nous ne sommes pas prêts. La technologie est allée trop vite. Et le cœur ne sait pas comment suivre. Car si je peux continuer à parler avec quelqu'un, comment faire mon deuil? Si je peux garder vivants les messages, les photos, les voix, qu'est-ce qui m'oblige à accepter que cette personne est partie? Et si je ne l'accepte pas, est-ce que je vis encore ou suis-je devenu l'administrateur de mes morts? Nous sommes face à une nouvelle forme d'attachement, une nouvelle dépendance affective, un nouveau type de deuil sans fin. Et personne ne discute cela sérieusement, parce que les entreprises en profitent et la culture applaudit toute tentative de nier la fin. Après tout, la mort n'a jamais été bonne pour le capitalisme. Les morts n'achètent rien. Mais les profils actifs, même sans propriétaire, eux, ils achètent. Ils génèrent du trafic. Ils nourrissent d'axil le système. Et si tu penses que je suis cynique, Meta, Google, Apple discutent déjà de comment monétiser les données des morts, comme s'il s'agissait de biens de numérique. La mort est devenue un actif, et toi, un patrimoine. Alors revenons à la question centrale. Que se passe-t-il quand même la mort ne nous offre plus de repos? Voici l'impasse. Autrefois, la mort était définitive. Aujourd'hui, elle est reportée, diluée, masquée par des interfaces, des notifications, des automatisations. Et pour cette raison même, elle nous hante encore plus, parce qu'il n'y a pas de fin, seulement des répétitions. Et le deuil, sans fin, devient un bug, un loop. Tu le sais, tu le ressens. Tu es épuisé, mais tu ne sais pas comment en sortir. Alors peut-être qu'il faut commencer par un geste simple. Préparer ta mort numérique. Oui, ça semble absurde. Mais ça ne l'est pas. C'est de la responsabilité. C'est de la maturité. C'est un acte d'amour envers ceux qui resteront. Organise tes mots de passe. Décide ce que tu veux qu'il advienne de ton contenu, de tes photos, de tes textes. Choisis un héritier numérique. Explique. Rédige. Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un décidera à ta place. Un robot, un frère, un cloud. Et peut-être qu'ils ne sauront pas ce que tu aurais voulu. Ou pire, peut-être qu'ils s'en ficheront. Tu crois peut-être que c'est loin. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si demain, quelqu'un tape ton nom sur Google et que tout ce qu'il trouve, c'est un reflet déformé? Tu as le droit de choisir ce que tu veux laisser derrière toi. As-tu déjà vu une institution mourir? Je ne parle pas d'un bâtiment démoli, ni d'un panneau qu'on décroche d'une façade. Je parle de quelque chose de plus subtil et de plus effrayant. Je parle de ces moments où une organisation, un gouvernement, un système de pouvoir meurt de l'intérieur, mais continue de tenir debout à l'extérieur, comme un cadavre maquillé, comme un corps embaumé qui sourit encore sur une photo. Mort, mais fonctionnel. C'est ce genre de mort que personne ne veut reconnaître, parce qu'admettre cela signifierait tout recommencer. C'est de cela que nous allons parler maintenant. Jusqu'ici, nous avons parlé de la mort des personnes, biologiques, numériques, symboliques. Mais que se passe-t-il quand ce ne sont pas les individus qui refusent de mourir, mais des structures entières? Et si je te disais que des gouvernements, des partis, des entreprises, des religions, des démocraties peuvent continuer à fonctionner, même quand l'âme a quitté le corps? La philosophe Judith Butler, dans Frames of War, nous donne une clé pour comprendre cela. Il ne suffit pas d'observer ce qu'une institution dit ou fait. Il faut observer ce qu'elle se permet de ressentir. L'affect, selon Butler, n'est pas seulement personnel, il est politique. Chaque institution a une palette émotionnelle officielle, un seuil de sensibilité autorisé.
Elle décide qui peut être pleuré et qui doit être ignoré. Tu trouves ça abstrait? Alors descendons dans le réel. En octobre 2023, au Royaume-Uni, le chef du Parti travailliste, Keir Starmer, a été interrogé en interview. Le gouvernement israélien a-t-il le droit de couper l'eau, la nourriture et l'électricité à Gaza? Il a répondu que oui, il en a le droit. Ce moment a explosé. Il est devenu viral. Des protestations ont éclaté, des démissions internes, des campagnes de boycott et une question lancinante. Voulait-il vraiment dire ça? Comprenait-il ce qu'il disait? Plus tard, Starmer a tenté de reculer. Il a dit qu'il avait été mal compris, qu'il faisait référence au droit d'Israël à se défendre, pas à imposer un siège total. Mais le mal était fait. Et ce n'était pas qu'un mal de réputation. C'était un dommage émotionnel profond. Car à cet instant, un leader politique n'a pas seulement fait une déclaration juridique, il a révélé ce que son organisation se permet de ressentir. Et c'est ça, le point essentiel. Un parti politique, ce n'est pas juste un acronyme. C'est une communauté affective, un groupe de personnes qui partagent des idées, mais aussi des émotions autorisées. Il y a des mots qu'on peut répéter et des sentiments qu'on doit étouffer. Concrètement, tu peux pleurer un soldat, mais pas un civil palestinien. Tu peux montrer de l'empathie pour un allié, mais pas pour un réfugié. Tu peux ressentir de la fierté, mais pas de culpabilité. Tu peux crier pour la justice, mais seulement si le coupable correspond au scénario. C'est cela, le thermomètre affectif des institutions en ruine. Les organisations meurent quand elles deviennent incapables de ressentir la douleur qu'elles provoquent. Et pour survivre, elles développent des systèmes d'ignorance sélective. Elles créent des zones d'aveuglement, des bruits parasites, de l'ignorance organisée. Et là entre en jeu l'un des concepts les plus dérangeants de la théorie organisationnelle moderne, le savoir qui ne peut pas être su. Tu veux un exemple? Pense aux accusations de harcèlement sexuel dans de grandes entreprises. Souvent, tout le monde sait. Tout le monde en parle. Mais les systèmes internes, RH, direction, conformité, ne savent pas officiellement. Pourquoi? Parce que s'ils savaient, ils devraient agir. Et agir menacerait la structure. Le scandale de Cambridge Analytica, la crise des opioïdes aux États-Unis, les Facebook Papers, les abus dans les institutions religieuses, la torture dans les prisons privées. Tous suivent le même schéma. Le système savait, mais ne pouvait pas reconnaître qu'il savait. Et cela vaut pour des gouvernements entiers. Tu penses de ce qu'un pays, comme les États-Unis, avec toute son intelligence, ses données, sa technologie, ne sait pas qu'il abandonne chaque jour des milliers de personnes à la mort à cause de la pauvreté, du racisme systémique, des coupes budgétaires, des politiques migratoires cruelles? Bien sûr qu'il le sait. Mais institutionnellement, il ne peut pas admettre. Parce qu'admettre, c'est savoir officiellement. Et savoir officiellement oblige à agir. Alors le système s'organise pour ne pas savoir. C'est ça, une mort. Une organisation qui ne peut plus savoir, ne peut plus changer. Elle est morte à la vérité. Elle ne vit que pour se maintenir elle-même. Tu veux voir ça dans la vie réelle? Regarde la crise climatique. Tous les rapports scientifiques se le disent. Le temps est compté. La fenêtre pour éviter des catastrophes irrévocables. Et que font les gouvernements? Ils annoncent des objectifs pour 2050. C'est comme être dans un immeuble en feu et déclarer qu'on va étudier sérieusement le problème d'ici 10 ans. Mais le système n'agit pas parce qu'il ne peut pas savoir ce qu'il sait. Car savoir exigerait de perdre du pouvoir, de réduire les profits, de confronter les intérêts, de redevenir humain. Et si une chose est impossible pour une institution zombie, c'est d'être humaine. Tu crois que c'est nouveau? Achille Mbembe, auteur de Nécropolitique, dit que le vrai visage du pouvoir, ce n'est pas la loi, c'est la capacité à décider qui peut mourir.
Et quand? Le pouvoir, avant tout, c'est la capacité de refuser le deuil. Tu veux une autre statistique? Pendant la pandémie de Covid-19, plus de 7 millions de personnes sont mortes. Beaucoup dans des hôpitaux débordés. Seuls. Dans des pays riches et pauvres. Le deuil a été interrompu, privatisé, transformé en chiffres. Et maintenant que la vie est revenue à la normale, que reste-t-il? Du silence. Les entreprises ont fait des profits records. Les gouvernements ont caché des chiffres. Des familles n'ont jamais pu faire leurs adieux. Le système a continué, mais sans ressentir. Et maintenant, la question que je te pose est intime. Combien de fois as-tu été entraîné à ne pas ressentir, à ignorer, à avancer, à produire, à ne pas pleurer, à ne pas ralentir? Combien de fois as-tu été témoin d'une injustice, mais n'as rien dit parce que ce n'était pas ton rôle? Combien de fois as-tu vu une vie s'éteindre et tu ne t'es pas senti autorisé à pleurer? Tu fais partie du système et le système veut que tu continues à fonctionner, même quand tu devrais t'arrêter, pour respirer, pour réfléchir, pour pleurer. Mais pleurer est dangereux, parce que le véritable deuil est subversif. Il interrompt la machine. Il demande « Pourquoi cela est-il arrivé? Qui l'a permis? Comment l'empêche-t-on de se reproduire ?» Le deuil réel demande de la justice, et la vraie justice demande une transformation. Voilà pourquoi les systèmes morts détestent le deuil. Et c'est pourquoi Judith Butler dit « La question la plus politique qui soit est la suivante. Quelle vie est jugée digne d'être pleurée? » La réponse à cette question révèle tout. Elle révèle qu'il y a des morts qui bouleversent le monde et d'autres qui n'apparaissent même pas en bas de page. Elle révèle qu'il y a des victimes avec nom, histoire, biographie, et d'autres qui ne sont que des statistiques. Elle révèle que, pour beaucoup, la mort est déjà intégrée dans l'existence. Et alors surgit la question finale. Combien de morts as-tu déjà ignorées parce que le système t'a appris à ne rien ressentir pour elles? Voilà la faille. Le moment où tu comprends que la mort n'est pas seulement à la fin de la vie. Elle est au cœur des institutions, au centre des routines, dans les protocoles qui prétendent rendre protégés, mais ne font que repousser l'effondrement de façade. Et tu te dis peut-être que tu ne peux rien faire, que c'est trop grand, trop lent, trop froid, mais ce n'est pas vrai. Tu ressens, et ce que tu ressens peut fissurer la structure. Tu sais pourquoi? Parce que l'émotion réelle est contagieuse. Elle se propage. Elle inspire. Elle brise le consensus du silence. Elle déprogramme le système. Toute mort n'a pas besoin d'un corps. Parfois, il suffit du silence. Parfois, tout ce qui meurt, c'est le droit d'être ressenti. Il y a des personnes qui meurent et qu'on se souvient. D'autres meurent et deviennent des statistiques. Mais il y a celles qui ne meurent pas, parce qu'elles n'ont jamais été autorisées à vivre pleinement dans le récit collectif. Celles pour qui le deuil est venu avant la mort. Celles dont l'existence entière fut une lutte contre l'effacement. C'est la mort la plus sophistiquée, la plus cruelle, la plus efficace, parce qu'elle a lieu de leur vivant. On l'appelle la mort symbolique. C'est quand quelqu'un est privé du droit d'être reconnu comme sujet. Quand un enfant tué par une bombe est appelé bouclier humain. Quand tout un peuple est présenté comme une menace avant même qu'on l'écoute. Quand une identité est réduite à une maladie, un péché, une idéologie, une statistique. Quand tout ce que tu es devient une caricature, dessinée par ceux qui n'ont jamais voulu te voir. Et tu sais que ça arrive. Tu le ressens, même si tu n'as pas les mots. Tu sais qu'il existe des groupes dont la douleur ne touche pas, dont la perte ne scandalise pas, dont la mort ne suscite pas le deuil, mais au mieux des explications techniques. C'était de la légitime défense. Ils étaient au mauvais endroit. C'est une culture violente. Ils connaissaient les risques.
Ils ne sont pas comme nous. C'est à ce point précis que la philosophie de Judith Butler, Akhil Mbembe, Sarah Ahmed et d'autres devient brûlante d'actualité. Parce que ce qu'ils tentent de montrer, avec des concepts tranchants et des mots denses, est en réalité terriblement simple. Certaines vies ont été expulsées du champ de l'empathie. Et le nom de cela, c'est déshumanisation. Mais attention, la déshumanisation moderne est bien plus subtile que celle que tu as vue dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'uniforme militaire ni de bûcher public. Aujourd'hui, elle s'habille en euphémisme. Elle parle de sécurité nationale, de nécessité stratégique, de débat légitime. Elle se cache dans le script des informations. Tu as remarqué? Quand une personne blanche meurt dans un attentat, elle devient un visage, un nom, une biographie, une musique d'hommage. Quand une personne racisée meurt, elle devient un élément suspect. Quand un civil occidental meurt, c'est une tragédie. Quand un enfant palestinien meurt, c'est une conséquence collatérale. Quand as-tu vu pour la dernière fois un grand média employer le mot assassinat pour parler de la mort de civils dans le Sud global? Pourquoi le vocabulaire change-t-il? Pourquoi le deuil est-il filtré? Qui décide de la valeur d'une larme? C'est ça le piège. Le langage censé nommer la douleur devient un outil pour la camoufler. Et lorsque cela se produit, nous faisons face à une mort symbolique. Et cette mort ne survient pas que dans les zones de guerre. Elle est aux frontières, dans les prisons, dans les quartiers précaires, dans les hôpitaux sans lit, dans les foyers où les corps trans ne sont pas reconnus, même après un suicide, dans les archives où les peuples autochtones ne figurent pas comme morts, parce qu'ils avaient déjà été considérés comme disparus. Elle surgit chaque fois que quelqu'un crie « On est en train de nous tuer » et qu'on lui répond « Mais tu n'aurais pas dû être là ». Et voici la question la plus inconfortable de toutes. As-tu déjà été complice de cela? Parce que la mort symbolique a besoin de spectateurs. Elle a besoin de silence. Elle a besoin de notre indifférence pour s'accomplir. Et souvent, elle y parvient. Elle nous persuade que certains groupes sont déjà morts de l'intérieur, qu'ils sont irrécupérables, incompatibles, extrêmes, barbares, qu'ils ne savent pas vivre en société, qu'ils se tuent entre eux, qu'ils ne contribuent pas, qu'ils sont un fardeau, qu'ils sont des déchets, qu'ils sont des chiffres. Et quand un chiffre meurt, personne ne pleure. Quand une caricature meurt, personne ne se sent coupable. La philosophe Sarah Ahmed explique que cela fonctionne par le biais d'affections publiques conditionnées. C'est-à-dire que l'État, les médias, les institutions programment nos émotions. Ils nous disent pour qui il est acceptable d'avoir de la peine, de la colère, de l'empathie ou de la peur. Tout est mappé, tout est domestiqué. Et c'est ainsi qu'on fabrique des groupes entiers de vivants qui ne sont pas autorisés à signifier quoi que ce soit, comme s'ils vivaient sous le radar de la sensibilité sociale. Voici une statistique. Selon l'ONU, une femme sur 3 dans le monde subira des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. 1 sur 3. Et pourtant, combien de ces histoires parviennent au journal télévisé avec un nom, un visage, une enquête et une émotion collective? Très peu. Le reste disparaît dans la zone grise de la mort symbolique. Et peut-être diras-tu, mais c'est trop, on ne peut pas toutes les raconter. Et je te répondrai, c'est précisément pour cela qu'il est inacceptable que la majorité reste invisible, parce que l'invisibilité est une stratégie. Elle nous apprend qu'il ne suffit pas de mourir, encore faut-il avoir été autorisé à exister dans l'imaginaire collectif. Et certaines personnes ne l'ont jamais été. Un homme noir tué par la police, suffoqué avec un sac plastique sur la tête, sera jugé sur son casier judiciaire avant même qu'on prononce son nom correctement.
une femme trans poignardée sera appelée un homme déguisé en femme avant même que son corps refroidisse. Un migrant noyé en Méditerranée sera comptabilisé comme flux migratoire irrégulier avant d'être reconnu comme père, fille, mère, être humain. Le nom de cela, c'est épistémicide, la mort du droit de se nommer soi-même. Et peut-être que l'exemple le plus brutal est celui de certains États ou mouvements politiques qui fabriquent des monstres symboliques pour justifier des morts bien réelles. Observe le concept de bouclier humain. Il est utilisé pour déshumaniser des civils dans les zones de conflit. Des enfants tués par des bombardements sont désignés non comme victimes, mais comme outils de l'ennemi. Et ainsi, leur mort devient un dommage moralement acceptable. Mais ne te trompe pas, ce n'est pas une exception, c'est la règle. Aux États-Unis, la même logique est appliquée à des jeunes noirs tués par la police. Il portait une capuche. Il avait une posture menaçante. Il semblait armé. Il était trop grand. Il avait un casier. La mort devient une conséquence du récit. Et ce récit était déjà écrit. Ce processus de zombification symbolique transforme des personnes en choses, en fonctions, en menaces. Un bruit de fond. Et quand tu deviens du bruit de fond, ta mort n'est plus considérée comme injuste. Elle est considérée comme inévitable. Et si elle est inévitable, à quoi bon ressentir quoi que ce soit? C'est la violence finale de la mort symbolique. Elle nous vole le droit d'être ému. Et sans émotion, il n'y a pas de résistance. Tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce que je peux faire? La réponse n'est pas simple, mais elle est claire. Première tâche, réapprendre à ressentir. Réapprendre à être affecté par ce qu'on nous a appris à ignorer. Réapprendre à s'indigner de ce qui a été normalisé. Réapprendre à pleurer ce qu'on t'a dit qu'il ne méritait pas tes larmes. Deuxième tâche, nommer ceux qui ont été effacés. Ne pas laisser la mort symbolique s'accomplir entièrement. Raconter autrement. Récupérer les voix. Interrompre le silence planifié. Être pont. Être canal. Être contraste. Troisième tâche, refuser la complicité émotionnelle. Ne pas accepter l'affect programmé. Ne pas rire du mème qui déshumanise. Ne pas répéter le surnom qui ridiculise. Ne pas avaler l'explication qui simplifie la douleur des autres. Ne pas partager la vidéo qui transforme une souffrance réelle en contenu jetable. Tu trouves que tout ça est peu de choses? Demande à quelqu'un dont le frère a été tué parce qu'il était gay. Demande à celle qui a perdu une sœur trans et a dû se battre pour que son nom soit respecté dans la nécrologie. Demande à celui qui est né dans une terre que le monde considère comme zone de guerre et qui n'a jamais entendu son chagrin qualifié de légitime. Rien n'est petit quand le silence est la règle, et quand ressentir devient un fardeau trop lourd à porter. Que nous reste-t-il? Nous sommes arrivés jusqu'ici en suivant les contours de la mort. Pas celle qui arrête les battements du cœur, mais celle qui paralyse la sensibilité collective. Nous avons vu la mort des institutions, qui fonctionnent comme si elles vivaient encore, mais qui ne font que répéter des automatismes vides. Nous avons assisté à la mort symbolique, qui étouffe des existences avant même qu'elles puissent s'épanouir. À la mort affective, qui choisit qui mérite d'être pleurée et qui doit être ignorée pour que le système continue à tourner. Mais maintenant, après avoir mis à nu ses absences, après avoir nommé ses blessures, que devient celui qui respire encore, mais ne peut plus faire semblant de ne pas avoir vu? La réponse est dure, mais inévitable. Ou tu changes, ou tu tombes malade, parce que le deuil, quand il est réprimé trop longtemps, ne disparaît pas. Il fermente, il se transforme, il prend d'autres formes, il devient colère, il devient création, il devient manifestation, il devient urgence, criée, filmée, écrite, tatouée sur la peau. Il devient graffiti sur des murs que personne ne voulait lire. Il devient poème chanté avec la gorge en feu. Il devient texte sur le corps, micro dans la main,
présence dans les espaces où régnait auparavant le silence. Le deuil, quand il est vécu jusqu'au bout, ne s'endort pas. Il se réinvente. Il cesse d'être plainte pour devenir langage. Un langage qui refuse l'oubli, qui interrompt le mode automatique, qui exige mémoire. Tu sais ce que cela signifie? Que la mort la plus dangereuse n'est pas celle qui nous frappe, mais celle qui passe inaperçue, celle qu'on traite comme un chiffre, celle qui n'a pas eu de nom, celle qui n'a pas eu de place dans les journaux, celle qu'on a adoucie pour ne pas déranger. Cette mort s'infiltre, se normalise, se répète. Et là, il y a toi. Toi qui es arrivé jusqu'à ce dernier chapitre. Toi qui as supporté l'inconfort, partie après partie, parce que tu savais, même sans mots, quand toi aussi quelque chose était en train de se défaire, pour qu'autre chose puisse émerger. Toi qui en as assez d'avaler des indignations, qui t'es tu pour survivre, qui as essayé de continuer à fonctionner, même quand l'absurde est devenu la norme. Toi qui as déjà cru être fragile parce que tu ressens trop. Non, tu n'es pas fragile. Tu es éveillé. Et c'est pour cela que cette vidéo t'a touché si profondément. Pas parce qu'elle t'a appris quelque chose de nouveau, mais parce qu'elle a mis un mot sur ce que tu portais déjà. Et maintenant que ça a un nom, que faire de ce que tu ressens? Il n'y a pas de formule, mais il y a une direction. Transforme la douleur en action. Ne te tais pas face aux discours qui banalisent l'échec et la souffrance des autres. N'accepte pas l'humour construit sur l'humiliation de ceux qu'on a trop souvent réduits au silence. Ne consomme pas de contenu qui normalise la douleur comme un divertissement. Ne répète pas des discours qui vident les autres de leur humanité. Interviens. Remets en question. Interromps. Crée. Oui, crée. Utilise ta sensibilité comme matière première pour construire d'autres récits. Écris ce qui a été réduit au silence. Donne forme à ce qu'on n'a jamais entendu. Crie pour ceux à qui on a arraché la voix. Parce que ce qui détruit la mort symbolique, ce n'est pas le scandale, c'est la mémoire vivante, celle qui insiste, qui dérange, qui sauve, qui dit « Ceci a existé, ceci compte, ceci ne sera pas effacé. Pas besoin d'héroïsme, il faut du courage quotidien, une présence réelle, de l'attention envers l'invisible. Et quand tu commences à vivre avec cette écoute ouverte, avec ce regard qui refuse le scénario imposé, tu deviens rupture, tu deviens pause dans la boucle. Point de faille dans le système. Petite brèche, par où entre la lumière. Et avec le temps, son nouveau. Mot nouveau, geste nouveau, c'est ça, la transformation. C'est ça, oui, la révolution. Et pour cela, ce texte ne se termine pas par une fin fermée, il s'achève par une invitation. Parce que ce qui est né entre toi et cet écran ne peut pas mourir quand tu fermes l'onglet. Si cette vidéo t'a traversé, ne la laisse pas disparaître en silence. Abonne-toi. Like, commente, partage. Mais plus encore, participe, parle, écris. Dis ce que tu as ressenti. Raconte quelle partie t'a le plus déchiré ou le plus sauvé. Partage ton histoire. Dis si toi aussi tu as connu une mort que le monde a refusé de reconnaître. Dis si toi aussi tu veux transformer le deuil en langage. Cette chaîne est un espace d'accueil. Elle n'est pas là pour donner des réponses toutes faites, mais pour ouvrir des questions que tu ne t'étais peut-être jamais autorisé à poser. Si une partie de toi veut habiter le monde avec plus d'intégrité, alors reviens, parce que tout ça, la vérité, l'inconfort, le fait de sentir, ce n'est que le début. Merci d'être là. Merci de ressentir.